Bonjour. Le cours de cette semaine s'intitule « La réalisation d'un rapport scientifique, rapport de stage ». Définition. Le rapport de stage est un document officiel rédigé par l'étudiant dans lequel il explique le fonctionnement et les tâches d'une institution qui correspond à son profil d'études universitaires. Le rapport de stage se définit comme suit: une présentation, une analyse, un bilan. Présenter l'entreprise d'accueil lors du stage effectué ainsi que les tâches réalisées par l'étudiant. Analyser le fonctionnement de l'entreprise et notamment le rôle attribué au stagiaire dans son organigramme. Opérer un bilan de ces tâches en indiquant les points forts ou faibles rencontrés au cours du stage ainsi quels apports de celui-ci sur le plan de l'enrichissement personnel. Il est primordial de choisir son stage en fonction des études menées. L'objectif du rapport de stage est d'exploiter les problématiques étudiées au cours de la formation afin de les lier à des questions pratiques observées lors du stage en entreprise ou en laboratoire. 3/, démarche à suivre. 3.1. Pendant votre stage, prenez un cahier. Notez vos activités quotidiennes, vos impressions utiles. Faites un organigramme de l'entreprise, schéma qui représente l'organisation du personnel. Posez des questions sur tout ce qui ne vous semble pas clair. Récupérez tout document utile pour expliquer ce que fait l'entreprise. Prenez des photos, lieux de travail, différents services, collègues, tâches et actions particulières, etc. Faites le bilan de votre stage avec votre encadrant avant de le terminer. Relisez vos notes, vos observations et vos documents. Révisez les consignes données par votre formateur. Posez-vous des questions du genre: qu'avez-vous fait dans l'entreprise? Qu'avez-vous appris? Votre stage s'est-il déroulé comme vous l'attendiez? Quels outils maîtrisez-vous mieux qu'au début de votre stage? Et quels sont ceux dont vous avez appris à vous servir? Souhaiteriez-vous travailler dans ce genre d'entreprise? Ce stage vous a-t-il apporté une orientation professionnelle plus précise? Après le stage, faites le bilan de votre stage avec votre encadrant avant de le terminer. Relisez vos notes, vos observations et vos documents. Révisez les consignes données par votre formateur. Comment présenter votre rapport de stage? La présentation doit être simple et claire. Utilisez des phrases courtes et compréhensibles. Vérifiez votre orthographe et faites-vous relire. Un rapport de stage. Quel type de rapport allez-vous produire? Faire un stage, en entreprise, en laboratoire, etc. C'est d'abord apprendre en faisant. Il faudra montrer ce que vous avez appris et comment vous avez procédé. Voici un plan fréquemment utilisé pour les rapports de stage: chronique, chronologie, résultats. Chronique. Comment est né votre projet de stage? Quelles ont été les personnes ou les facteurs qui ont permis son organisation logistique, son financement éventuel? Ce premier point peut servir d'introduction. Dans quel domaine a-t-il été effectué? Où? Chez qui?
Quand et avec quels objectifs de départ? Quelles compétences devait-on acquérir? B. Chronologie ou déroulement du stage. Votre lecteur désire comprendre s'il y a un progrès dans l'acquisition des compétences visées et comment a eu lieu la confrontation avec le domaine d'activité abordé. Il faudra indiquer les changements de cap ou les modifications d'objectifs lorsque la situation concrète l'a demandé ou dans le cas contraire, l'exacte réalisation de ce qui avait été planifié. Ces résultats, a-t-on appris ou découvert? En quoi cette découverte vous est-elle utile? Intérêt, nouveauté, particularité de ce que vous avez trouvé, expérimentation de nouvelles méthodes. Technique de traitement. Nouvelle documentation. Confirmation ou approfondissement d'hypothèses. La conclusion se présente en général en deux parties, bilan et ouverture. Bilan de cette période spécifique de vos activités du point de vue à la fois méthodologique, théorique et professionnel. Ouverture sur d'autres expériences ou recherches, pour un développement de vos connaissances ou pour faire part à d'autres stagiaires des domaines qui auraient pu également être abordés. Notez que, comme il s'agit d'une activité passée, les temps des verbes sont le plus souvent le passé composé et l'imparfait, sauf peut-être dans la seconde partie de la conclusion. Comment présenter votre rapport? Remarques préliminaires. Les 9 points qui suivent correspondent à ce que l'on devrait prévoir dans l'aspect extérieur d'un rapport. Désormais, les pratiques européennes et américaines sont assez comparables. On s'attend à ce que le texte d'un rapport soit court, entre 10 et 60 pages, mais qu'il ne renonce jamais à certaines informations. Les premières pages répondent aux questions classiques de la communication. Qui parle? À qui? De quoi? Comment? Contenu du discours. Avec quelle intention ou en escomptant quel résultat? La mise en page, ou le format, doit être uniforme et conséquente d'un bout à l'autre du texte. Il convient donc d'ouvrir la première page avec une feuille de style, en Word, voire sous le menu Format, la rubrique Style. Par exemple, vous pouvez choisir une grandeur de caractère police 28 pour tous les titres, 20 pour tous les sous-titres, 14 pour les têtes de paragraphes et 12 pour le texte lui-même. Les citations et les exemples doivent être mis en italique. Les espacements entre les paragraphes, à déterminer dans la feuille de style à partir du point format, paragraphe, espacement, ainsi que les caractères gras, les soulignements ou la mise en couleur. Les alignements à droite, à gauche ou au centre doivent eux-mêmes suivre une logique constante du début à la fin du document. Chaque variation de mise en page doit venir d'une modification de la feuille de style et non d'une action sur les icônes de la barre du menu affiché. Page de titre. Elle reproduit la page de couverture où doivent figurer le titre, l'auteur et la date du document, en ajoutant des précisions. La page de titre doit spécifier non seulement le contenu mais aussi la nature du rapport. Le nom de l'auteur devrait être accompagné de ses coordonnées,
adresse personnelle ou professionnelle et, le cas échéant, adresse électronique. La date est celle de la rédaction du document. On ajoute le nom des destinataires ou commanditaires explicites du rapport, ceux qui sont visés par l'auteur ou l'institution commanditaire ainsi que leurs coordonnées. Remerciements et/ou dédicaces. Il convient de remercier en particulier ceux qui ont apporté des informations essentielles pour le document ou soutenu personnellement l'entreprise en dispensant temps et conseils à l'auteur. Résumé. Ils sont en français et en anglais, longs d'une demi-page chacun, au moins une dizaine de lignes. Ajoutez une liste des mots-clés d'1 à 4 lignes environ. Table des matières en tête de document. Elle comporte un renvoi à une numérotation continue des pages, annexes comprises. Il y a quelques hésitations sur le thème. Lorsque le document ne comporte que quelques pages, on préfère l'appellation « sommaire ». Ce terme est donc un choix possible pour un rapport. Mais sachez que sommaire est aussi le terme donné à un résumé de la table des matières. Quand celle-ci est très lourde, elle doit être placée à la fin du document dans le cas par exemple d'un texte de plusieurs centaines de pages. Ceci n'est pas le cas pour un rapport. Désormais la table des matières d'un document de moins d'une centaine de pages se trouve en tête de document. Le programme Word sous le menu « Insertion » offre une table des matières automatique. Corps du rapport. C'est la partie substantielle de votre document. Il faut le diviser en plusieurs parties précédées d'une introduction et terminées par une conclusion bien formulée. L'ensemble du document ne devrait pas dépasser une soixantaine de pages comprenant des annexes d'un maximum de 15 pages environ. Bibliographie. Nom de l'auteur en majuscule, titre de l'œuvre en italique, lieu et maison d'édition, année, nombre de pages, voilà les 5 éléments d'une notice bibliographique. Notez parfaitement ces indications dans leurs moindres détails dès le premier contact avec l'ouvrage. Les vérifications postérieures sont une immense perte de temps. Annexes, tableaux, schémas, graphiques ou illustrations et leur légende. Vous aurez très certainement des tableaux, des photos ou d'autres documents illustratifs à joindre à votre rapport. Si ce sont des pages uniques et qu'elles ont une valeur démonstrative pour votre argumentation, il faut les placer à l'intérieur du texte, en regard du passage qu'elles illustrent. Si ces annexes ou documents illustratifs sont plus longs,
C'est à la fin du document qu'on les place, avant l'index final bien sûr. Si vous avez 60 pages de rapport, essayez de ne pas dépasser 15 pages d'annexe. Où qu'ils soient placés, les documents illustratifs doivent être expliqués par une légende. Index des mots et notions principales. Dans un texte d'une dizaine de pages, un index est inutile. Si le rapport est plus long, par exemple à partir de 30 pages, la présence d'un index est une courtoisie pour celui qui consulte votre document. Notes et annotations. Ceci est une remarque générale sur la présentation de votre document et sur l'endroit où se trouvent les notes. Elles sont plus commodes à lire en bas de page, mais si elles sont très importantes, elles sont regroupées en fin de chapitre ou en fin d'ouvrage. Pour votre rapport, la place qui convient est en bas de page et en caractères plus petits, par exemple en police 10. Voir dans le programme Word la fonction Insertion, puis Note en bas de page. Pour savoir comment rassembler vos notes. Comment situer vos idées et celles des autres? Remarque préliminaire. Quel que soit le type de rapport à rédiger, le rédacteur doit être conscient du fait qu'il cherche à établir une relation avec ses destinataires et à obtenir leur adhésion. Qu'une bonne partie de son information vient des autres, que, par conséquent, il lui faut maîtriser la façon dont il garde les traces de ses lectures, dès le départ. Il lui faut relever dans le texte, consulter les citations potentielles et les conserver pour enrichir son texte ou pour des notes en bas de page. Cela demande une discipline minutieuse. Dans tous les cas, le rédacteur devra suivre rigoureusement d'un bout à l'autre du document, le même procédé de présentation des références. La collecte de citations apporte, à double titre, un fort enrichissement du discours. D'une part, les passages relevés renforcent l'auteur dans sa conviction. D'autre part, ils sont l'occasion de développer la pensée dans des directions imprévues à partir du point de vue d'un autre auteur, mais pas toujours en la même direction que lui. Par ailleurs, pour souligner la cohérence de son discours et produire une forte cohésion du texte, le rédacteur devra bien maîtriser les connecteurs et les anaphores. Enfin, un travail de réécriture l'attend. C'est une phase impérative de la rédaction. Comment structurer votre rapport? Comment bien formuler le titre? Quoi qu'il apparaisse en premier, le titre est le résultat de plusieurs opérations successives. C'est pourquoi on pourrait mettre ce chapitre en dernier lieu de la structuration du rapport. Donner un titre est un travail délicat et parfois difficile pour un étudiant puisqu'il faut réussir à canaliser les associations du lecteur vers ce que contient vraiment le document. C'est un microtexte d'ouverture, le premier contact entre auteur et lecteur, c'est comme la porte d'entrée de la recherche. Il est normal qu'il y ait des tâtonnements.
Pour singulariser votre travail et attirer l'attention des lecteurs spécialistes, vous aurez besoin de trouver une bonne synthèse entre substance et originalité. Ce n'est que dans de rares cas que le titrage se fait du premier coup, dans une illumination créatrice instantanée. Dans les exemples et exercices qui suivent, notez en particulier la fonction restrictive des articles définis et des adjectifs et celle de la mise en rapport, d'opposition, de cause ou d'addition, par la coordination et les procédés déclencheurs d'idées. Au-delà de la recherche des idées par simple association et toujours parmi les techniques qui font naître des idées, voici 5 procédés utiles pour traiter un sujet sous ses différents aspects et mettre un ordre dans nos associations d'idées. Il est fréquent que l'on trouve des idées suite à une conversation, une rencontre, une lecture fortuite. Mais on peut aussi procéder avec système. Outre les 6 questions classiques déclenchées par les interrogatifs, qui parlent de quoi, où, quand, comment, pourquoi, voici d'autres méthodes pour faire naître des idées. Introduction, corps du texte en plusieurs parties et conclusion. Il faut impérativement faire un plan. L'introduction, d'où part-on? Où veut-on arriver? De quoi va-t-on parler et comment est-on arrivé à ce choix? Première partie du rapport, situation de départ, ce qui s'est passé, ce qu'on observe, ce qu'on sait, l'état des connaissances. Deuxième partie, approfondissement par un questionnement sur les observations de la première partie. Autre partie, résultat, solution. La conclusion, bilan et prolongement possible. L'introduction. Quel que soit votre plan d'attaque, captivez l'intérêt du lecteur dans les 5 premières lignes garanties qu'il aura envie de poursuivre. L'introduction présente le sujet en répondant à 2 questions. Quoi et comment? Elle constitue une sorte de carte indiquant à votre lecteur le problème abordé et l'itinéraire choisi. Elle présente votre champ de recherche, le cadre de votre réflexion, la façon dont vous procéderez et les différents points que vous envisagerez. Ayant fixé les limites de votre réflexion, vous êtes protégé des critiques éventuelles pour ne pas avoir traité tel ou tel aspect du problème. L'introduction produit un « effet de loupe » ou de zoom sur la question traitée et son contexte. Comme vous ne pouvez annoncer ce dont vous allez parler qu'au terme de votre réflexion et après travail sur les sources et documents, vous constaterez que votre première introduction doit en fin de compte être réécrite. La véritable introduction est en général rédigée à la fin du travail, le premier jet n'étant que provisoire. Ni trop longue ni trop courte, un peu moins d'un dixième de l'ensemble, l'introduction ne doit pas empiéter sur le développement qu'elle ne fait qu'annoncer. Il n'y a pas de recette pour une introduction mais on peut, pour lancer le sujet, commencer par une citation ou par une question ou encore par une idée paradoxale qui attirera l'attention du lecteur. On doit ensuite 1. Exposer le sujet, ou le thème, la matière prise en considération, en faisant valoir son importance et son originalité. 2.
Articuler la problématique soulevée. 3. Annoncer le plan. Cela revient à annoncer les différentes parties du document dans l'ordre selon lequel elles seront abordées, à travers la problématique soulevée et ses solutions. Première partie du rapport. Pour éviter toute ambiguïté, précisons que le thème, partie, désigne les différentes étapes de l'argumentation et non l'ensemble du texte qui, lui, en comprendrait 5 si l'on comptait l'introduction et la conclusion en plus des 3 parties canoniques. La première partie doit présenter la situation générale, contexte du stage, du problème à traiter, etc. Elle doit présenter l'entreprise, le stage, la recherche, etc. dans son contexte et son originalité, poser les problèmes et expliciter la méthode qui sera suivie mais cette fois de façon détaillée. Elle expose donc la situation, informe le lecteur des événements de l'expérience vécue. Elle décrit les problèmes rencontrés et leur contexte. Elle va du général au particulier et analyse les causes et, le cas échéant, les responsabilités des intervenants. Deuxième partie. La seconde partie aborde l'analyse et examine ce qui a été effectué. On peut en bonne rhétorique commencer par la critique des activités que l'on aurait pu envisager mais qui n'ont pas été retenues. Dans ce cas-là, il faut indiquer pour quels motifs elles ont été délaissées. Il s'agit de devancer les objections, de suggérer une réfutation des positions adverses et de souligner les avantages de la solution que l'on a retenue. Ensuite, on décrit le contenu de l'expérience effective de façon détaillée en précisant les moyens, les conditions. Si vous décidez de ne faire que 2 parties, il faudra énoncer dans cette seconde partie les résultats de l'analyse. Autre partie, résultats, solutions. La troisième partie, dans le cas d'une structure classique en 3 parties, présente les résultats, les solutions trouvées au problème. Dans la mesure où ces points ne sont pas intégrés dans la seconde partie, la troisième partie précise, au-delà des résultats eux-mêmes, leurs implications, les réserves qu'ils peuvent susciter. Elle doit aussi souligner les surprises lorsque les résultats ne sont pas ceux auxquels on pouvait s'attendre. Elle peut suggérer une définition des problèmes subsistants, des domaines encore à explorer, des voies alternatives pour arriver à une solution et des parcours à exclure. C'est le résumé de ce qui a été fait et une ouverture sur des prolongements d'activité. Vous devez tirer vos conclusions uniquement des observations et expériences décrites dans le texte. La conclusion joue 2 rôles. 1. Elle sert à dresser le bilan de ce que l'on a développé. Elle rappelle brièvement l'itinéraire parcouru. Elle justifie donc le travail que l'on a fourni. Dans sa première phase, la conclusion semble répéter l'introduction, c'est un peu vrai. L'une et l'autre sont en position de miroir, servent de cadre à l'ensemble du texte. Mais l'introduction présente le sujet sous une forme problématique, que révèle la présence de phrases interrogatives ou de formules d'atténuation comme « on peut »,« on pourrait »,« il semble que », etc. Alors que la conclusion tire les leçons de ce qui a été dit, c'est le temps du « donc »,« du « ainsi »,« du « c'est pourquoi ».
Les phrases y sont généralement assertives. On décèle la présence de formules de soulignement, de démonstratifs renvoyant aux expressions ou aux concepts qu'on a analysés ou dont on est l'inventeur. 2. Elle doit ouvrir sur d'autres questions en rapport avec le sujet, élargir le champ de recherche, éventuellement soulever de nouveaux problèmes. Dans cette phase, essentielle, il est bon de montrer que l'on n'est pas enfermé dans son domaine mais que l'on est conscient des prolongements interdisciplinaires de ce qu'on a cherché, des applications possibles dans d'autres branches ou dans des branches voisines de la sienne. Le sujet envisagé reprend alors une forme problématique. On se pose et on pose à nouveau des questions. Ainsi la réflexion adopte une progression de type dialectique. La conclusion fait la synthèse des points examinés, montre l'enrichissement dû à l'activité, porte un jugement final, toujours en respectant le principe de non-contradiction et de cohérence. On peut aussi suggérer des recommandations aux chercheurs qui prolongeront cette expérience. Pour vous aider à conclure, voici une liste non exhaustive d'expressions et de formules que l'on peut trouver dans des conclusions ou dans les passages conclusifs des différentes parties d'un texte. Vous pourrez la compléter au gré de vos lectures. Au terme de cette étude. Au terme de ce travail. Ainsi. Donc. Tout cela montre. En conséquence, par conséquent. Nous avons vu que. Et que. Mais que. Nous touchons à la fin. Au terme de notre réflexion. Nous retiendrons que. En guise de conclusion. Je conclurai en rappelant que. Pour résumer et conclure. Serions-nous en présence d'une évolution, d'un changement? Allons-nous vers un développement? Faut-il croire que? Doit-on en conclure que? Ce que confirme. Comme dirait. Ainsi que le disait. Pour formuler un espoir de type social, moral ou de justice, de rétablissement des valeurs, vous pouvez choisir une de ces expressions. Nous formulons le vœu que nous souhaiterions en appeler. C'est ce que peut souhaiter tout esprit éclairé, tout être de bonne volonté. Merci pour votre attention.